le temps de retrouver l'invité du premier grand entretien du jour, Bernard Monod. Il est interrogé par Denis Bachelot. Bernard Monod, bonjour. Bonjour. Vous êtes député français au Parlement européen pour le groupe ENL. Europe des Nations et des Libertés, voilà, le groupe Patriote. Merci de le préciser. Et vous êtes en quelque sorte l'économiste, ou en tous les cas un des économistes du Front National. Et vous êtes aussi financier et économiste, vous travaillez à la Caisse des dépôts. Donc vous avez... Auparavant, oui, avant mon mandat. Avant votre mandat. Donc vous avez de nombreuses casquettes et vous êtes un expert, entre autres, des questions monétaires et des questions financières. Alors vous avez réagi récemment sur un nouveau projet de la Commission européenne qui consiste à s'interroger et à prévoir un nouveau dispositif pour limiter l'utilisation de l'argent liquide en Europe. Vous avez en quelque sorte, face à ce projet, tiré la sonnette d'alarme. Alors vous allez nous expliquer pourquoi d'abord ce projet de la Commission européenne et pourquoi vous le jugez dangereux. Oui, comme d'habitude, le Front National est un lanceur d'alerte. Et comme vous l'avez dit, il y a 40 ans, c'était sur le risque de l'immigration. On voit les résultats aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est sur effectivement le système bancaire, l'euro et la dette. Et effectivement, on voit ce poindre, parce que moi, je suis membre de la commission économie et monétaire donc, au Parlement européen, donc aux premières loges sur tous les projets qui sont en train de se tramer. Et donc, moi, je suis assez inquiet sur ce qui nous prépare comme cadre légal. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que depuis un an, il y a une directive européenne qui a été activée au 1er janvier 2016, donc il y a un peu plus d'un an, qui s'appelle l'Union bancaire, qui consiste à faire ce qui s'est passé concrètement en avril 2013 à Chypre, où il y a eu des ponctions sur les comptes bancaires des clients, tant les ménages que les entreprises, justement pour renflouer le capital des entreprises qui étaient en faillite à l'époque. Des entreprises bancaires. Des banques, tout à fait, des établissements bancaires qui étaient en faillite. Et donc l'État chypriote à l'époque, étant lui-même en banqueroute, compte tenu de la situation grave de l'époque, n'a pas pu renflouer les banques. Donc ils ont trouvé le moyen de ponctionner l'argent là où il est. Et donc depuis, c'était un laboratoire d'essai. Depuis, ils ont généralisé ça aux 28 pays de l'Union européenne par le biais de cette directive qui s'appelle l'Union bancaire et qui va autoriser, le moment venu, à ponctionner et à confisquer l'argent sur les comptes bancaires des clients, dans l'épargne des clients. Et c'est même allé au-delà en France, puisque M. Sapin, ministre de l'économie, a fait voter une loi Sapin 2 qui autorise, je crois dans l'article 49, effectivement à bloquer les retraits dans les contrats d'assurance vie. Et ça, si vous voulez, c'est pour moi un régime de totalitarisme financier qui se met en place. Voilà. Alors, quel est le lien avec l'argent liquide? Parce que le retrait aujourd'hui, on peut le faire avec un clic, puisqu'on est quand même à l'heure numérique. C'est pas la peine pour faire bouger son argent d'un point de la planète à l'autre de partir avec sa valise de billets. C'est vrai. Sauf que aujourd'hui, en appuyant sur un simple bouton, la Banque de France pourra effectivement activer donc tout ce régime légal, sur l'union bancaire et sur la loi Sapin 2. Et donc, voilà, les gens ne pourront plus retirer librement leur argent et donc ils seront coincés dans un système bancaire. Que ce soit en liquide ou en numérique, c'est voilà. Là, je parle de l'épargne qui est dans ces établissements-là. Sur l'argent liquide. Alors, sur l'argent quelle est la spécificité du projet argent liquide? Leur objectif final aux autorités, je pense en particulier à la Troïka, à la BCE, le FMI, l'Union européenne et la Commission européenne, c'est sur ordre d'ailleurs et sur recommandation du Forum économique mondial de Davos en 2016. C'était une recommandation, c'est mettre fin à l'argent liquide. Pourquoi veulent-ils faire ça? Parce que la problématique aujourd'hui, c'est que les autorités ont peur que les gens retirent massivement en cas de crise grave et qu'ils puissent effectivement partir avec leur argent liquide. Donc le lobby bancaire... Mais en cas de crise grave, il n'aurait plus que des billets de Monopoly. On se souvient de la crise des années 30 où les Allemands ont parti avec une brouette acheter un bout de pain. Ça, c'est une autre époque. Mais il vaut mieux... je dirais, il n'aura plus de valeur, sauf ceux qui ont de l'or ou des... Voilà, il vaut mieux du cash que rien du tout. Voilà, il vaut mieux de l'argent liquide que rien du tout. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est que tout se met en place progressivement. Là où j'ai
tirer le signal d'alarme sur cette évolution de la société sans argent, c'est que la Commission européenne présente un projet de rapport qui prendra probablement effet en 2018. Donc on a encore un petit peu de temps pour s'habituer à ça. Mais justement sous pression du lobby bancaire, parce que le lobby bancaire veut la disparition de l'argent liquide des citoyens, mais ils veulent le garder pour eux. Pourquoi ? Parce que d'avoir des dépôts sur le bilan de leur banque fait qu'elles sont un petit peu plus stables qu'elles le sont aujourd'hui. Je le dis, la situation de l'ensemble du système bancaire européen est en situation d'état d'urgence financière. Donc, elles prennent toutes les dispositions pour essayer de ne pas s'effondrer. Alors, voilà. on revient là-dessus parce que c'est important. On a eu ces derniers jours la présentation des résultats des banques pour l'année 2016. On peut le voir dans la presse économique notamment. Les commentaires ont été excellents. Les banques françaises ont eu des résultats tout à fait satisfaisants, voire effectivement excellents, et ont distribué d'ailleurs des dividendes abondants à leurs actionnaires. Alors est-ce que tout ça n'est pas un signe finalement de bonne santé d'une part et de confiance dans l'avenir d'autre part ? En apparence, oui, et pour le moment, oui. Mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est pas parce qu'on distribue des dividendes que forcément on va bien. Non, mais les résultats sont là. extrêmement positifs. Voilà, les bilans en apparence sont solides. Le seul problème, c'est qu'il y a les hors-bilans. Alors précisez, le hors-bilan, c'est le hors-bilan, c'est tout ce qui n'est pas inscrit dans le haut bilan, effectivement, et qui sont, je dirais, en quelque sorte, la poussière mise sous le tapis. C'est quoi, des engagements cachés, des non engagements, apparents ? c'est tout ce qui est lié à ce qu'on appelle le shadow banking, là, donc toutes les opérations over the counter, c'est-à-dire qui ne sont pas réglementées et comptabilisées. Voilà. Et deuxièmement, si vous voulez, il faut savoir qu'il y a 1000 milliards de dollars, d'euros, vous voyez, sachant que la parité est égale aujourd'hui entre l'euro et le dollar, qui sont 1000 milliards de créances douteuses, qui sont reconnues aujourd'hui par l'autorité bancaire européenne, qui propose même une espèce de système de bad bank pour écarter justement toutes ces créances, on va dire toxiques, voire pourries, qui dégradent justement les bilans des banques. Et c'est le cas aujourd'hui dans la crise bancaire italienne, et c'est même le cas aujourd'hui dans la crise bancaire allemande, dont bien entendu personne ne parle. La Deutsche Bank, c'est tellement grave que personne n'en parle. La Deutsche Bank et la Commerzbank sont extrêmement fragilisées à l'heure actuelle. Ces 1000 milliards de prêts dangereux portent sur quoi aujourd'hui essentiellement ? On se souvient en 2008, on avait la question de l'immobilier et puis des produits dérivés. Aujourd'hui, sur quoi portent essentiellement tous les prêts faits en Europe auprès des clients des banques, que ce soit les ménages ou que ce soit les entreprises, petites entreprises, etc., qui souffrent aujourd'hui de la dégradation de l'économie dans la zone euro en particulier, puisque vous voyez bien le taux de croissance est extrêmement faible, donc les entreprises ne sont plus compétitives. Il n'y a qu'un pays qui s'en sort dans la zone euro, c'est l'Allemagne, au détriment bien entendu des 18 autres pays, dont l'Italie, dont la France, etc. Et si vous voulez, tout est lié. Hein. C'est pour ça que je parle souvent, moi, de la trilogie, l'euro, la dette et le système bancaire et les banques, parce que tout ça est lié. Alors Bernard Monod, la dette est dans les bilans des banques. On dit toutefois qu'aujourd'hui, le principal problème de l'endettement ne sont plus les acteurs privés, mais les dettes des États. C'est ça. Est-ce que c'est pas d'abord ça qui menace de faire sauter la banque, si j'ose dire ? C'est la dégradation de l'activité économique depuis l'entrée dans l'euro en particulier. On voit en France, tous les compteurs sont dans le rouge. La dette est aujourd'hui à 2200 milliards d'euros. Les déficits intérieurs et extérieurs sont là. Encore 48 milliards de la balance commerciale déficitaire qu'on apprend. Et puis également le chômage. C'est une pandémie au niveau social, mais qui pèse, si vous voulez, sur les États, forcément. Alors si on veut essayer de voir les choses d'une manière un peu plus positive, elles sont présentées parfois comme ça, soit par les responsables politiques, soit par les acteurs économiques, soit par les médias du système peut-être, mais si on regarde l'Europe globalement depuis quelques années, les déficits publics sont mieux maîtrisés chez certains pays, en tous les cas l'Espagne notamment, l'Italie. Le chômage a baissé, la croissance est légèrement repartie, et ces pays-là, contrairement à la France, l'Espagne et l'Italie, sont en excédent de leur balance commerciale. Donc est-ce que le constat négatif et inquiétant que vous posez
implique vraiment l'ensemble de l'Europe ou est-ce que c'est pas d'abord le problème de la France ? Non, c'est qui le est problème. un peu l'homme malade de l'Europe quand même aujourd'hui. On va dire que l'homme malade de l'Europe, aujourd'hui, c'est l'Italie. Voilà. Et plus que de l'Europe, de la zone euro. L'Italie a 19 pays 50 milliards d'excédents dans sa balance commerciale. Oui, mais il ne faut pas regarder que ça. Si vous Non, voulez. bien sûr. Mais Il faut. ça prouve qu'elle garde un potentiel de compétitivité important. Absolument. Mais peut-être que aussi au niveau social, les conditions sont extrêmement difficiles en Italie. Le débat de l'euro qu'il y a eu en Italie fait que la population majoritairement aujourd'hui est contre l'euro-monnaie unique. C'est le cas un petit peu aussi en Allemagne. Donc tant qu'il n'y a pas de débat aujourd'hui en France sur l'euro, on ne pourra pas comprendre les méfaits en fait de l'euro-monnaie unique. Et donc moi ce que je dis donc pour vous, la situation de l'Europe ne s'est pas améliorée ces dernières années. Non, globalement, si on raisonne zone euro et Union européenne, contrairement à ce que nous dit, oui. Alors il y a des petits sursauts de ci, de là, ponctuellement, mais il faut voir les choses dans leur ensemble sur longue période. Depuis l'entrée dans l'euro, le chômage a explosé, la croissance économique s'est effondrée, et puis le pouvoir d'achat des Français et des Européens aussi. Alors merci Bernard Monod pour cette transition habilement amenée. On va parler de l'euro. Donc vous êtes un des économistes reconnus du Front National, et comme vous le savez, le sujet probablement le plus litigieux du programme du Front National, c'est la sortie de l'euro qui est présentée et qui est perçue par beaucoup de gens, il faut le dire, comme extrêmement anxiogène et dangereux. Alors il y a deux arguments qui sont mis principalement en avant contre cette mesure de sortir de l'euro. C'est que les taux d'intérêt vont exploser, la France ne pourra plus financer sa dette, sa monnaie va s'écrouler et son épargne va être détruite. On pense principalement à l'assurance vie qui représente le principal bassin d'épargne des Français. Alors, est-ce que l'euro prépare la sortie de l'euro, vous allez nous expliquer votre point de vue, prépare ou non à la fois la faillite du pays et l'euthanasie des épargnants? Oui. Vous allez devoir convaincre les Français sur ce sujet parce que vous savez qu'il y a beaucoup de résistance intellectuelle là-dessus. Le danger, il est aujourd'hui. Moi, je dis aux Français qui nous écoutent, l'euro ou votre argent, il faut choisir. Car, comme je vous l'ai expliqué juste avant, il y a tout un dispositif légal qui a été mis en place, justement, pour pouvoir ponctionner l'argent, pour renflouer le système bancaire et renflouer l'euro-monnaie unique. Il faut savoir, d'autre part, que depuis 2010, la France a payé 12 milliards d'euros par an. Donc ça fait à peu près 72 milliards donc depuis 2010 qui ont été décaissés par la France, qui se retrouvent dans les déficits pour sauver l'euro-monnaie unique, financer les fonds européens de stabilité, les mécanismes européens de stabilité, tout ça qui sont pilotés par l'Union européenne et par la Banque centrale européenne. Donc tout ça, c'est un coût. J'ajoute qu'il y a 455 milliards supplémentaires de caution financière de la France pour justement garder cette stabilité financière. C'est un prix énorme pour justement garder cette monnaie qui est en train de nous étrangler économiquement, mais également sur l'épargne des Français. Donc alors l'explosion des taux et l'effondrement de l'épargne des Français en cas de sortie de l'euro, qu'est-ce que vous répondez? La hausse des taux de toute manière aura lieu. Historiquement, les taux n'ont jamais été aussi bas. S'ils sont bas, c'est bien parce que la Banque centrale européenne achète des quantités de titres pour justement garder cette stabilité le plus longtemps possible. Ils achètent du temps. Le seul problème, c'est que ça coûte extrêmement cher d'une manière ou d'une autre. Bon. Donc les taux vont monter de toute manière, que ce soit Marine Le Pen au pouvoir ou non. Bon. Donc il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires. Et deuxièmement, il n'y aura pas d'effondrement de la dette. Marine Le Pen au pouvoir, c'est un état de droit qui permettra de rembourser le capital emprunté de notre dette à nos créanciers, qu'ils soient français ou étrangers. Mais nous allons le faire avec nos moyens, c'est-à-dire avec notre politique monétaire nationale, donc un nouveau franc français. Et on propose de manière concertée avec nos partenaires européens de garder l'euro-monnaie commune, comme nous avions à l'époque du SME et de l'ECU, qui nous allait, nous, d'un point de vue économique et financier, mais qui va nous redonner l'indépendance de la France pour justement relancer l'activité économique et épargner justement l'argent des Français. Bernard Monod, pourquoi techniquement vous n'arrivez pas à convaincre la grande majorité de la communauté des économistes? Si vos arguments sont
sont rationnels et convaincants? Parce que le problème de la majorité des économistes de la pensée dominante, c'est qu'ils sont dans un logiciel et qu'ils ne sortent pas de ce logiciel. C'est-à-dire que l'euro est un instrument politique. Il a été en réalité vendu comme ça, il y a 15 ou 18 ans. Ça devait être d'ailleurs une chance pour la France, c'est exactement l'inverse qui se produit. Et ne sortons pas de ce logiciel, même s'il donne des résultats mauvais, il continue. Donc la solution pour eux, c'est plus de fédéralisme. Il faut que les Français sachent qu'on va tout droit vers un gouvernement économique de la zone euro, avec un ministre de l'économie qui va mettre en place un budget européen, donc du fédéralisme supplémentaire, qui n'a pas marché depuis 15 ans, et ça ne marchera pas plus avec cette solution-là. Nous proposons justement les solutions nationales, avec une politique monétaire nationale, pour sauver l'argent des Français. On pourrait encore en débattre bien longtemps, mais le temps va nous manquer. Bernard Monod, merci. Je rappelle que vous êtes député français au Parlement européen et que vous êtes économiste et que vous êtes membre du Front National. Absolument.